La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Je dédie ce nouvel épisode à une photopoète de ma connaissance et à son papa, deux amis, sa chère. Épisode 7. De là à imaginer que le parfum du rosier est maléfique, il y a un pas que je n'oserais franchir. C'est dans le brouhaha habituel que je m'installe aux commandes du petit amphithéâtre Hélène Gégado au pôle universitaire de Quimper. Je dépose mon très vieux cartable avant d'engager un bref combat avec la technologie pour tenter de connecter le micro-cravate que j'ai en horreur et que je n'utilise in fine jamais. Mais j'ai constaté que pour les étudiants, cette scénette rituelle dans laquelle j'apparais définitivement dépassé par la technologie est essentielle. Elle leur permet de quitter leur monde pour entrer dans le mien. On se met donc assez rapidement au travail à ce prix. Ce n'est pas cher payé pour obtenir leur attention presque attendrie par mon incompétence. Le bruissement s'essouffle, le silence s'installe, à mesure que les écrans des ordinateurs se déploient et qu'un cliquetis froissé de touches frôlées déroule en vaguelettes à mes pieds. Depuis toujours, je donne mes cours en déambulant devant mon auditoire et dans les travées. Ça surprend beaucoup les étudiants en début de semestre, et pour tout dire, ça les irrite, ça les agace, et ça les bouscule dans la prise de notes. Enfin, justement, ils ne prennent plus de notes. Certains se contentent d'ailleurs de leur téléphone pour capturer les subtilités du schéma actentiel dans le conte merveilleux, ou des approches stylistiques et linguistiques du lait du chèvrefeuille de Marie de France. Souvent, leurs ordinateurs et leurs tablettes sont équipés de logiciels abracadabrantesques qui enregistrent et transforment ma voix en ligne mécanique de traitement de texte. Je peux vous dire que mes déambulations erratiques dans les amphithéâtres et les salles de cours donnent du fil à retordre aux IA à la manœuvre. Certains étudiants ont d'ailleurs jeté l'éponge et prennent eux-mêmes leurs notes sur leur clavier. Je vois même de téméraires jeunes gens qui utilisent un crayon et du papier. Mais ils ne sont pas nombreux. Bref, en règle générale, j'ai quand même l'impression désormais de m'adresser à une forêt d'écrans. Tu voudras bien m'excuser, mais ces étudiants-là, ce ne sont pas les chips les plus croustillantes du paquet, s'était exclamé Mathilde un jour que je déplorais cette abdication de la prise de notes manuelle au profit du numérique. J'ai horreur de cette façon de parler, faussement jeune et branchée. C'est une manie qu'elle a prise depuis qu'elle s'est tournée vers l'écriture de dark romance, il y a quelques années. Mais quoi qu'il en soit, je ne vois pas dans quel contexte, et j'ai beau réfléchir, j'aurais pu comparer les étudiants qui suivent mon cours sur la sémiotique et les contes de fées à des chips. Mathilde me fatigue parfois. Elle a beaucoup changé ces dernières années. Je ne la comprends plus. Le silence installé, je me jette délicieusement dans l'arène. J'adore ça. La semaine dernière, nous nous sommes quittés sur l'idée que ce qui rend le poison efficace, d'un point de vue dramatique dans le conte merveilleux, c'est la connaissance qu'on en a, ou plus exactement le soupçon d'empoisonnement. Au lieu de demeurer secret, ce qui est sa vocation première, pour être efficace, le poison doit être montré dans le conte. C'est le cas de la pomme dans Blanche-Neige des frères Grimm,
ou encore de la potion de la reine serpente dans le Pentaméron, l'œuvre de Giambattista Basile. On peut aussi citer le conte de la rose noire. Un léger brouhaha parcourt l'assemblée étudiante comme une ondulation. Je précise, il s'agit d'un conte slave, nous en avons déjà parlé, dans lequel une rose noire ensorcelée apporte le malheur à quiconque la possède. Seul un acte d'amour pur peut lever cette malédiction. Ce conte est évoqué dans le roman de la rose, écrit par Guillaume de Loris vers 1230. Les cliquetis reprennent. Le cours suit son cours. Quelques minutes avant sa fin, je vois Mathilde passer la tête dans l'entrebâillement de la double porte et me faire signe d'abréger. A-t-elle pitié de mon auditoire? Je sais qu'elle dispense dans l'amphi contigu son cours sur la vie littéraire et intellectuelle en France de 1914 à nos jours. Les sourcils froncés, elle m'admoneste silencieusement et, d'un index agacé, tapote ostensiblement le cadran de sa très jolie montre. Vous savez, cette montre qu'il faut absolument avoir au poignet avant 50 ans sous peine d'avoir raté sa vie. Je sors, entouré d'une nuée d'étudiants qui n'ont jamais qu'une question à poser lorsque je leur donne la parole dans les dernières minutes de mon intervention, mais des millions lorsque j'ai signifié la fin du cours et que je suis en retard pour le prochain. Bref, je rejoins Mathilde dans le hall. J'ai quelque chose pour toi. On se retrouve sur le parking? Je suis garé juste à côté de toi. Le soleil d'avril est éclatant. Sur les pelouses du campus éclosent des bouquets d'étudiants étendus, manches et bas de pantalon relevés, canettes de soda et rires sonores. L'air est saturé de parfums chlorophyllés, d'herbes foulées, de violettes et de narcisses. Mathilde est adossée à la carrosserie impeccable de sa grosse berline allemande. Le haillon est ouvert. Le temps pour moi de déverrouiller mon vieux Defender crasseux et d'y déposer mes affaires, elle a sorti triomphalement de son coffre un large conteneur de plastique dans lequel s'épanouit un étrange rosier touffu et intensément fleuri de noir. Elle me colle la plante dans les bras, recule d'un pas et profère un énergique Joyeux anniversaire, Lélig! Alors que quelques étudiants applaudissent. Dire que je suis interloqué est un euphémisme. Les roses sont puissamment parfumées. Je pose le pot sur le siège passager et me retourne vers Mathilde. Merci, merci, c'est vraiment adorable, mais mon anniversaire, c'est en janvier. Mathilde balaie ma remarque d'un rire léger. Taratata, écoute, à quelques mois près, dans un sens comme dans l'autre, on ne va pas chipoter, hein. Ce rosier a une histoire formidable qui va sûrement te ravir. Tiens-toi bien. Il est issu d'une bouture prélevée sur un rosier du jardin de Tristan Corbière. Il était fasciné par ces fleurs d'un noir d'encre. C'est une variété ancienne, très rare, parfumée, à fleurs doubles et remontant. Ce rosier coche toutes les cases, jusqu'à son nom qui te va comme un gant. Sorceresse du, sorcière noire. Et comme il est déjà bien fleuri, je n'ai pas résisté au plaisir de te l'offrir, maintenant. Les grosses roses outre noires aux sombres pétales de velours soyeux semblent absorber toute la lumière du soleil d'avril et la restituer sous forme d'un parfum intense et capiteux. La tête m'en tourne. Je cite de mémoire quelques vers du poète morlésien maudit. Cœur de parfum, montant arôme qui nous embaume, et ferait même avec succès après décès. Oh, mille merci, Mathilde. Les roses noires du poète des amours jaunes. Il est vraiment étrange et magnifique, finis-je par dire avant de clore d'une pirouette. J'espère qu'il n'est pas ensorcelé, ni vénéneux. Cette remarque, Mathilde secoue son carré parfait de lourds cheveux noirs, lève les yeux et les bras au ciel avec beaucoup de grâce, en faisant tintinabuler les joncs d'or autour de ses poignets.
J'ai bien cru qu'elle allait se fendre d'une incantation magique devant la petite assemblée étudiante qui s'est agglutinée sans complexe autour de nous. C'est toi, la spécialiste des poisons dans les contes, répond-elle, adressant un petit clin d'œil aux étudiants. Il vaut mieux que tu profites du beau temps et de la douceur pour le planter très vite dans ton jardin. Oh, j'avais pensé qu'il serait tout à fait à son aise près de la baie vitrée de ton bureau. L'orientation est parfaite. Bon, je te laisse. On se retrouve ce soir au Dourduf pour parler en session plénière du collectif. Devant les étudiants, elle évite de prononcer l'acronyme du crapaud. Nous serions durablement la risée du campus. J'acquiesce, je l'enlace et l'embrasse, moi qui n'aime pourtant pas beaucoup les fricassés de museau. Elle est très brune et très parfumée, un peu comme le rosier. Le trajet du retour me semble très étrange, tant le lourd parfum des roses noires envahit l'habitacle, saturé du soleil de midi. En remontant l'avenue de la plage des Gueux, je sens déjà s'installer une migraine diffuse. L'hiver a été gris et saturé de pluie. Ce soleil sorti de nulle part explose dans un ciel intensément bleu qu'on avait bien oublié. Sorti de la voie express, à hauteur d'Anvec, je m'empresse d'ouvrir mes fenêtres. La tête me tourne, mon regard se brouille et mes idées se perdent dans une brume ouatée. Je mets tout ça sur le compte des événements qui endeuillent le crapaud, sur la fin prochaine de l'année universitaire et l'arrivée en fanfare du printemps. Sans compter ce fichu passage à l'heure d'été qui me met chaque année la tête à l'envers. Je me gare sans dommage et avec soulagement. J'avale un antalgique avant de débarquer mes cours et mon rosier. Nauséeuse, je m'allonge sur un transat au soleil avec une tisane. Je planterai cet étrange rosier tout à l'heure. Ce qui est fait n'est plus à faire, disait ma grand-mère. Antimoine quitte mon bureau, s'étire longuement sur le parquet du salon et investit royalement la terrasse, son œil indifférent balayant le jardin. Tout lui semble en ordre. Il aperçoit soudain le rosier. Je crois même qu'il l'a d'abord senti. Il double de volume pour impressionner l'intrus qui s'en contrefou et s'en approche en grondant d'une démarche outrée, faitement ridicule. Quand j'observe Antimoine, il m'arrive souvent de me dire que je sais pourquoi les chats ne dominent pas le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Lélie, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec ce rosier, j'ai dit. Mais Lélie fait la sourde oreille à la sieste sur son transat. Elle est tellement inconséquente. Tout d'abord, moi, quand je fais la sieste, et croyez-moi si vous le voulez, mais ça m'arrive souvent, je choisis des endroits stratégiques, surtout lorsqu'il fait soleil. Je commence par le bureau, juste derrière la baie vitrée, le matin. Puis, vers midi, je me faufile dehors, et j'investis la table du salon de jardin. Je progresse lentement avec la course du soleil. Je m'installe sur les dalles de schiste de la terrasse, puis sur le muret de granit qui a bien eu le temps de chauffer. Pour clore mon itinérance en fin de journée, je m'enroule sur moi-même sur le rebord de la fenêtre orientée à l'ouest, à l'abri du fond de l'air qui fraîchit. C'est parfaitement stratégique. Bref, je lui ai trouvé une petite mine à Lily quand elle est rentrée. Et quand j'ai vu le rosier, enfin plutôt, quand j'ai intercepté ses effluves, là, j'ai compris. Les humains, en dépit de la très haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, sont assez ignorants d'une bonne partie du monde qui les entoure et de son fonctionnement. Tenez, là, ce rosier, ce n'est pas un rosier ordinaire. Bien sûr, c'est un arbuste, une épineuse plante à fleurs de la famille des Rosaceae. Mais celui-là, il est issu d'une lignée singulière qu'on réserve aux sorcières, aux poètes maudits et aux chats noirs. Voilà la vérité. Entendons-nous, je n'ai rien a priori contre les chats noirs, mais je m'en méfie.
Chat échaudé, craignant l'eau froide. Et si vous ne me croyez pas, allez donc faire un petit tour aux archives départementales du Finistère, à Quimper, pour consulter le manuel de sorcellerie de messire François Méret. Dans cet ouvrage remarquable du XVIIIe siècle, il est fait mention d'une incantation dans la formule 72, dont l'objet est de réveiller le sorceresse du. Attendez, je cite de mémoire. Il faut prendre un chat noir et qu'il mette sa patte gauche dans de l'huile de noix mêlée de suie. Au centre d'un cercle, on place le chat noir et on lui fait dire l'oraison dominicale et le symbole. Il faut qu'en même temps le chat noir se tourne vers le midi et appelle l'ange Uriel, puis qu'il se tourne vers l'occident et appelle l'ange Assyriel, et enfin qu'il se tourne vers le septentrion et appelle l'ange Gédiel. Pour terminer, il doit embrasser une rose noire du sorceresse du. Oh. Alors, vous voyez que c'est vrai. Je ne sais pas d'où il vient, mais quoi qu'il en soit, je sais que ce sorceresse du est ensorcelé. De là à imaginer que le parfum du rosier est maléfique, il y a un pas que je n'oserais franchir.